Et bienvenue au nouvel épisode du Sang Show. Aujourd'hui on va parler du tant attendu UFC 278 et on va débriefer vite fait ce qui s'est passé la semaine dernière à l'UFC San Diego. Donc bel événement quand même, il y a eu des beaux KO, des beaux finishes. On vous avait parlé de Josh Quinlan, belle prestation. KO premier round. On l'avait dit. Grosse puissance, ouais, on vous avait prévenu. Combattant à suivre, 6-0 maintenant. 6-0, ils n'ont pas compté sa victoire Contenders à cause de ce qui s'était passé avec les substances bannies. Mais donc et que des finishes, 100% finish rate, ça va faire du sale à 170. Enfin, il s'est fait takedown une fois, il est revenu et là, belle finition. Après on avait parlé de Gérald Meerschaert contre Bruno Silva. On s'est trompé. On l'a sous-estimé encore une fois, je crois que... On avait dit qu'il était dangereux quand même, mais on avait pris Bruno Silva malheureusement. Bruno Silva, après on dirait une performance un peu plus basse que ce qu'on voit d'habitude, j'ai l'impression. Mais ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il a lâché à un moment donné. Et puis belle finition de Gérald il aurait pu le mettre KO, t'as vu? Il est allé chercher quand même il a préféré aller chercher la soumission. La même chose que quand il avait combattu Mark Mood qui était 20-1 ou un truc comme ça. Et la même chose, il l'avait fait mal avec les mains et après il l'a soumis, tu vois, exactement de la même façon. Donc la façon dont il a gagné, on l'a déjà vu gagner comme ça et on l'a quand même sous-estimé, c'est comme ça. Bravo à lui. Et puis le main event, le co-main event, Nate Landwehr contre David Onama. Là pareil, on voyait David Onama gagner. Lui il a lâché clairement au deuxième round. Ça commence à bégayer un peu. Après niveau... Je pense qu'il a une bonne cardio parce que il a quand même fait les 3 rounds, c'était quand même une décision. Mais Nate Landwehr, il en voulait plus. Tu vois, il en voulait plus. Chaud. Il l'a mangé psychologiquement aussi. Ouais. Et bravo à Nate Landwehr qui a fait le show quand même. Ils ont pris tous les deux 50 000 balles quand même avec le bonus. C'est beau. Il mérite. C'était un beau combat, ça a bien fait crier la foule. Il mérite. Et puis le main event, donc Chito Vera contre Dominick Cruz. Gros KO de Chito Vera, encore une fois, sa puissance, elle a pas pardonné. Ouais. Dominick Cruz, il a pris du temps quand même. Après, c'est un slow starter un peu, il commence doucement, mais... Mais Dominick Cruz, il a pas à rougir de sa prestation. Non, c'est sûr. Si ce serait allé à la décision, je sais pas. Si c'est allé à la décision, Dominick gagnait, mais c'est ça qu'il essayait de faire. Après, le problème avec le style de Dominick Cruz, c'est que c'est très compliqué de faire ça pendant 5 rounds. Surtout quand t'as pas de pouvoir vraiment dans les mains, il a pas vraiment de KO power. Du coup, il est obligé de gagner par décision. Avec ce style, tu vois, qui est épuisant, et je dis rien sur sa cardio, il a une cardio phénoménale, mais c'est quand même assez compliqué contre un mec du top 5, tu vois, un mec comme Chito, de faire ça pendant 5 rounds sans se faire allumer à un moment, tu vois. Donc c'est ce qui s'est passé au 4e round. Forcément, en plus, il fait un peu les mêmes choses et il dip sa tête sur le côté à chaque fois, et Chito, il a réussi à lire ça. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup de gens dire ça depuis des années. À chaque fois, Dominick Cruz, un jour, il va se faire allumer parce qu'il met toujours ça. Il dip sur le côté du même côté en plus à chaque fois. Donc franchement, très 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 beau combat de la part des deux. Franchement, un beau main event. La carte, c'était ce que c'était, quoi. Il y avait des beaux combats, mais pas des gros noms. C'était vraiment basé sur le main event. L'ordre des combats était bizarre aussi. Également. Après, je me dis peut-être c'est parce que tu vois, quand c'est des cartes un peu faibles comme ça, ils essaient de disperser un peu tout pour que les gens regardent toute la carte. Mais c'est frustrant parce que tu vois 2 combats de ouf et après tu vois 2 combats de meufs. Tu vois. Donc c'est comme ça, donc on a tout résumé, je crois, pour cette UFC San Diego. Donc on peut passer à l'UFC 278. On va vous parler des 3 combats principaux. Donc on va commencer avec José Aldo contre Merab Dvalishvili. Quel beau combat. Très gros combat, des grosses attentes là sur ce combat. Merab qui est favori.
Donc avec une cote à 1,80 et José Aldo à 2, donc ça fait favori mais pas de ouf. Ouais, ça fait un beau pari à faire. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois toi sur ce combat? Moi c'est un des combats dans lesquels je suis le plus investi sur cette carte. Franchement je me suis déjà entraîné quelques fois avec Merab. Qui vient à ma gym de temps à autre, qui vient rouler en grappling. Il est vraiment fort physiquement, une lutte de ouf à la chaîne, il est jamais fatigué, il est impressionnant. Après il se fait toucher un peu au striking au MMA. Sa défense de striking, je pense que c'est son plus gros trou, on va dire. Mais il s'améliore. C'est le partenaire numéro 1 du champion Aljamain Sterling, qui est lui-même un excellent grappleur et avec un bon striking également, donc j'imagine qu'il apprend tous les jours avec lui, qu'il s'améliore tout le temps. Mais José Aldo, tu vois, son striking il est quasiment parfait. Tu vois, on l'a vu se faire allumer par Connor, c'était une fois quoi. Tu vois jamais Aldo se faire allumer en striking, tu vois, c'est rare. Généralement c'est lui qui contrôle avec les leg kicks, qui contrôle la cage. Il a une pression de ouf, il kick de partout. À un moment il kickait plus quand il était parti vraiment travailler sur sa boxe à Cuba. Il est revenu pendant une dizaine de combats, il n'avait pas trop kické. Là il se remet à kicker et il se remet à gagner également. Il a quelques problèmes au niveau cardio quand c'est des 5 rounds, comme on l'a vu contre Peter Yan. Je crois qu'il s'est fait ticker au 4e, mais là c'est un 3 rounds, tu vois. Donc c'est ça que je pense que... 5e round. Ouais, 5e round, tu vois. Ouais. José Aldo en 3 rounds c'est le plus dangereux pour moi à cette époque-là, là, en 135. Ouais, contre Merab qui a également lui une cardio de ouf. Je pense que sa cardio est peut-être même mieux que Aldo, mais c'est la striking defense qui me fait peur. C'est la striking defense, c'est qu'il bouge pas trop sa tête en striking, et la takedown defense de Aldo est tellement haute qu'il risque, je pense qu'il va le takedown, mais il risque de le takedown pas au premier, tu vois. Ça va devoir mélanger tout ça pour le prendre. Et est-ce qu'il peut mélanger en restant sans se faire allumer par le striking de Aldo? Je sais pas, tu vois. Je sais pas, donc j'ai un gros point d'interrogation sur ce combat. J'adore les deux. Je suis un peu indécis sur ce combat, j'ai envie de dire. Même si moi généralement je favorise plutôt pour la gagne, je favorise plutôt la lutte, tu vois. C'est donc en temps normal je dirais si le striking il est égal, bien sûr je prendrais Merab, mais c'est pas le cas, tu vois. Donc la défense de Merab elle m'inquiète un peu. Donc je pense pas que je vais parier sur ce combat, mais ouais, franchement je suis indécis. Ouais, c'est chaud. Ouais, José Aldo, quand on le rappelle, il revient de 3 victoires d'affilée, Rob Font, Pedro Munoz, Marlon Vera. À chaque fois je le voyais perdant et à chaque fois il m'a fait taire. Ouais, et Merab qui pareil, Marlon Moraes, Cody Stamann, des gros noms, il les a battus à chaque fois. Comme tu dis, grâce à la lutte, je pense. Mais ouais, là, cette fois-ci, contre José Aldo, c'est vraiment chaud. J'ai une petite préférence pour Merab. Je me dis que grâce à la lutte, justement, il peut gratter la décision. La lutte à la chaîne, surtout. Qu'il le soumette ou qu'il le KO. J'ai peur, par contre, du KO de José Aldo. Tu vois, il peut tomber contre Merab. Enfin, José Aldo peut faire tomber Merab, pardon. Et... Ouais, comme tu dis, c'est très indécis sur ce combat. Je suis les bookmakers parce que 1,80 aussi c'est intéressant. Je reste sur Merab, mais ouais, c'est chaud. Tu restes sur Merab, hein? Ouais, moi je choisis Merab à la décision. Je me dis qu'il peut le faire grâce à la lutte, un bon game plan, il peut gagner. Franchement, après ça c'est un avis personnel, mais Merab il est super cool, tu vois, super gentil, donc j'ai vraiment pas envie qu'il perde. Mais d'un autre côté, en tant qu'ancien fan de MMA, j'étais fan de la WEC, je voyais Aldo, je regardais ses vidéos sur YouTube à l'époque, tu vois, quand j'habitais encore en France, je regardais ses vidéos quand j'étais un gamin, et en plus il a que 34 ans, tu vois, donc il a que 5 ans de plus que moi, mais il combat depuis qu'il a 16 ans, et je me rappelle, j'étais sur YouTube, je regardais toutes ses vidéos, c'est là où la première fois où j'ai vu des gens mettre des leg kicks, c'était avec José Aldo, tu vois. Et ouais, mais j'espère que c'est un draw. J'espère que c'est un draw. J'espère que Aldo il montre qu'il monte son striking. J'espère que Merab peut faire un peu de lutte, que ça fasse une draw et qu'il soit gentil et qu'il donne le title shot à Aldo. Dans mon monde parfait. C'est possible. J'aimerais bien. Bon, juste pour
pour le jeu du podcast, je suis obligé de prendre quelqu'un. Je vais prendre Merab. Mais je ne serais pas surpris si Aldo tient et survit les takedowns. Je ne serais pas surpris. Donc à suivre, ouais, très beau combat à voir. Je crois qu'on a tout dit pour ce combat. On peut donc passer au co-main event. Donc Paulo Costa contre Luke Rockhold. Paulo Costa qui est favori avec une cote à 1,36 et Luke Rockhold 3,25, donc gros underdog. 3 ans d'inactivité. Puis c'est dur. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi. Tu mets un petit billet sur 3 ans d'inactivité au MMA. Presque 5 ans d'inactivité en 84 kilos, tu vois. Qui va combattre Paulo Costa. C'est pas vraiment un knockout artiste, il met plutôt des KO avec le volume et il te casse mentalement et après il te TKO quoi. Plutôt dans la plupart de ces combats qui se terminent en pied-point. Luke Rockhold qui est vraiment bon au sol, un grappling incroyable. Je l'avais déjà vu rouler avec Michael Chiesa, c'est sur internet d'ailleurs, c'est sur YouTube. Michael Chiesa qui est un lutteur phénoménal, un très bon grappleur, beaucoup de soumissions. Et il jouait avec lui quoi. Vraiment jouait avec lui. Je sais que c'est une caté en dessous, mais quand même, tu vois, même si déjà vraiment c'est une caté en dessous, t'es un peu plus rapide, t'es un peu plus smooth. Ouais. Et il se faisait prendre de tous les sens quoi. Il se faisait. C'était limite un homme contre un enfant, tu vois. Et Michael Chiesa, tu vois, c'est pas n'importe qui au sol, attention. Donc très bon grappleur. Bon striking, le seul problème c'est sa défense. Des fois il est un peu trop confiant et il laisse à chaque fois j'ai remarqué il laisse sa main gauche descendre et il se fait allumer avec le left hook. Donc désolé. À chaque fois il baisse sa main droite et il se fait allumer avec le left hook. Tu vois c'est ce qui se passe dans beaucoup de combats. C'est ce qui s'est passé avec Yoel Romero. C'est ce qui s'est passé avec Jan Blachowicz. Après Jan Blachowicz il a un left hook incroyable. Mais il s'est fait allumer en faisant des erreurs comme ça, en étant trop confiant. Et j'ai l'impression que Paulo Costa, c'est le mec à qui il faut pas faire ça, tu vois. Ouais. C'est le mec à qui il faut pas faire ça. Donc, est-ce qu'il peut arriver à lutter Paulo Costa? Je sais pas. Paulo Costa, tu vois, c'est un bon shootboxer. Il sait bien lutter. C'est pas forcément un lutteur à la chaîne à l'américaine, mais il sait comment lutter, il sait comment se ramener au sol et il a des obus dans les mains, tu vois. Il a des obus dans les mains, il a des très bons kicks. Il n'est pas si rapide que ça, mais il est assez rapide pour Luke Rockhold. Luke Rockhold qui s'est fait KO plusieurs fois, franchement, j'ai l'impression que c'est un des pires combats qu'il aurait pu prendre pour son retour. Luke Rockhold, je l'aurais plutôt mis avec un lutteur comme Marvin Vettori, tu vois. J'aurais plutôt faire Marvin Vettori ou peut-être, pourquoi pas faire Kelvin Gastelum. Tu vois, je sais pas pourquoi il prend quelqu'un aussi haut dans le classement avec autant de knockout power alors qu'il vient de se faire KO 2 fois d'affilée. Mais justement, j'ai l'impression que c'est le pire match-up pour Luke Rockhold, mais c'est le meilleur pour Paulo Costa. Ouais, mais c'est lui qui l'a demandé en plus. Ah ouais. C'est ça qui est bizarre. Ouais. J'écoutais le podcast de Josh Thompson qui est un de ses amis et il disait ça sur le podcast. Il disait je comprends pas parce que c'est lui qui l'a demandé, tu vois. Donc c'est lui qui peut-être qu'il a vu quelque chose que les gens n'ont pas vu, mais en tout cas moi je peux pas être derrière Luke Rockhold. Même si techniquement je pense qu'il est au-dessus, je pense que juste c'est plus son temps, je pense qu'il est trop confiant et je pense qu'il va pas changer à son âge. Après il a que 37 ans, c'est pas vieux, mais ça fait très longtemps qu'il combat et je pense pas qu'il va changer ses habitudes maintenant. Et s'il les changerait, je pense qu'il faudrait plutôt des combats de transition, lui donner quelques lutteurs, lui donner quelques mecs qui va être un peu plus favorables pour lui. Parce que tu lui donnes un lutteur, il le soumet quasiment, c'est quasiment sûr. Tu vois, Luke Rockhold, il est vraiment bon au sol, tu vois, vraiment bon. J'ai vraiment envie de souligner ça parce que les gens le sous-estiment, tu vois, ils voient les dernières performances, mais c'est pas vraiment représentatif de son niveau. Son niveau, il est vraiment haut en grappling, quoi. Vraiment un des meilleurs grappleurs de la division de l'UFC, c'est sûr, à cette division-là. Mais ouais, donc. Ça me fait de la peine, mais je pense que Paulo le KO deuxième round. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Je vois un petit KO moi peut-être. KO. Au deuxième round, pour Paulo Costa. Je pense pareil, plus de puissance dans les mains ici, ça reste debout. Et je pense que ça va rester debout vu la défense de Paulo Costa. Et je vois un petit KO. Moi soit un left hook,
Ouais, pour moi, deuxième round, soit un left hook, donc un crochet gauche, ou un coup de pied dans la tête, un high kick. Un des deux, je pense qu'il va faire tomber sa main encore une fois et il va se faire allumer. Malheureusement pour lui, je suis fan des deux, franchement moi j'adore les deux. Paulo Costa, le mec le plus marrant du monde pour moi. Je suis trop fan. Si je pouvais follow une seule personne sur Instagram ou Twitter, ce serait Paulo Costa. Donc ouais, je kiffe le personnage. Ouais, Luke Rockhold, j'ai l'impression est sur sa fin un petit peu, la génération des Rory McDonald là, qu'on a vu ce week-end. Ouais, je vois une fin, une panne descendante pour lui. Donc ouais, Paulo Costa, deuxième round. Je crois qu'on applaudit sur ce combat. Ouais, on passe. C'est un très beau combat en tout cas. Enfin, c'est 3 combats là quoi. Ça va être beau. Donc le main event, le tant attendu Kamaru Usman contre Leon Edwards. Numéro 2, 7 ans après. Ouais. Donc Kamaru Usman forcément gros favori à 1,28 et Leon Edwards à 3,75 chez les bookmakers. Moi je crois que qu'on va entendre le hand steel encore une fois. Kamaru Usman qui roule sur tout le monde. Je dis pas que ça va être facile, mais ce sera pas facile. Va avoir le game plan pour réussir à contrer Leon Edwards. Mais à voir. Hein. Peut-être qu'il va trop se chauffer dans le striking et il va se faire attraper. En fait, moi je suis indécis, j'ai un peu un game plan que je pense qui marcherait, c'est ce qu'il avait fait contre le premier combat avec Masvidal, qu'il le mettait contre la cage. Bon, c'était pas le combat le plus excitant, mais ça marchait bien. Il contrôlait l'intérieur de ses bras, il le tenait contre la cage. Du coup, Masvidal avait aucun choix pour faire. Il n'avait pas de place pour s'exprimer dans le striking. Je pense que Leon Edwards, par contre, est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort à trouver les angles pour couper la cage et pas se faire mettre contre la cage. Donc mon premier avis à la base, c'était Usman va même s'il lutte plus autant, je pense qu'il va lutter pendant ce combat. Même s'il avait déjà souligné, là, il y a des problèmes de genoux. Il luttait beaucoup moins. C'est ce qui fait peur aussi tout. C'est ça, il y a pas mal de variables dans ce combat qui pourraient favoriser Leon Edwards. Mais c'est juste en fait, je sais pas si... Soit, pour moi dans ma tête, c'est soit Usman arrive à contrôler Leon Edwards, le met contre la cage et arrive à gagner, que ce soit une décision ou un stoppage au later, je peux pas prédire ça, mais pour moi le combat il va se jouer sur qui contrôle l'espace assez rapidement en fait, j'ai envie de dire. Au premier ou au deuxième round, on aura un peu l'histoire du combat, je pense. Ouais. C'est soit Kamaru Usman arrivera à contrôler l'espace assez rapidement, le milieu de la cage, et faire reculer Leon Edwards, mais le faire reculer d'une façon où il est vraiment contre la cage, pas le faire reculer où il contrôle le milieu de la cage et il est patient, parce que ça, Leon il peut gagner, il va gagner beaucoup d'échanges en striking, je pense. Ouais. Qui gagne ou qui perde, il gagnera beaucoup d'échanges. Ouais, c'est sûr. Leon Edwards qui est vraiment bon. Pour moi ça va se jouer à ça. Est-ce qu'il peut couper la cage assez rapidement et est-ce qu'il peut rester en dehors des tentatives de lutte de Usman? Et aussi l'autre point d'interrogation qu'on a, c'est est-ce que Usman peut lutter comme il le faisait avant, tu vois, parce qu'on l'a pas vu lutter récemment. Ouais. Contre Covington, je pense que Colby Covington est un aussi bon lutteur que lui, donc peut-être qu'il voulait pas se fatiguer là-dedans, c'est pour ça qu'il a pas fait de lutte. Mais ça pourrait être aussi qu'il a pas confiance qu'il a plus aussi confiance dans sa lutte à cause de ses chirurgies, tu vois, il a eu des chirurgies sur les genoux. C'est ça, beaucoup de blessures. Il peut même plus courir, Usman. Ah ouais. Il peut plus courir. Après il y a plein de combattants, y compris moi, tu vois, qui courent pas, tu vois, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde fait, mais lui c'était quelqu'un qui courait avant, qui courait beaucoup, et là il peut plus courir à cause de ses genoux, donc c'est 10 ans quoi, c'est 10 ans sur son état physique et sur ses chirurgies. J'ai plein de points d'interrogation. Je pense que c'est le pire moment de combattre Leon Edwards si c'était Kamaru Usman, et il le fait quand même, bien sûr. C'est un champion, tu vois, c'est un champion dominant. Ouais, il a pas le choix. Il a toujours pris tout le monde. J'ai vraiment hâte de voir ce combat. Je suis super excité. Pour moi, c'est un des main events de l'année où je suis vraiment excité pour ce super hype pour ce combat. Je peux voir Leon gagner, hein, attention. Je pense pas que ça va être comme le premier combat, parce qu'il faut se rappeler que Leon Edwards, il avait 23 ans. 23 ans lors de leur premier combat, tu vois. Ouais. 23 ans, moi j'ai... Tu vois ce que je veux dire, je fumais des clopes et je buvais du Red Bull encore. Donc, j'aimerais bien souligner le combat qu'il avait contre Belal Mohamed et le combat qu'il avait contre Gunnar Nelson, Leon Edwards. Il s'est fait takedown plusieurs fois. Contre Gunnar Nelson, au troisième round, il était monté.
en train de se faire prendre du ground and pound, à la fin du 3e round, tu te retrouves dans une situation comme ça avec Ousmane, à la fin du 3e round et tu te fais ground and pound, le 4e il va faire la même chose. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire, c'est un champion, il sait s'adapter, il va jouer sur le momentum, il va voir là où tu as les faiblesses et il va t'amener là-dedans, tu vois, c'est sûr et certain. Contre Belal Mohamed, même si ça s'est terminé avec une high poke, il se faisait prendre les double underhooks, donc il se laissait faire prendre les 2 bras en dessous contre la cage avec Belal Mohamed. Belal Mohamed qui est un bon lutteur, mais c'est pas un lutteur aussi agressif que Ousmane. Tu fais ça avec Ousmane, c'est mort. Si tu te fais prendre les 2 bras en dessous contre la cage au 2e round, au milieu du 2e round comme il a fait contre Belal Mohamed, c'est mort. Donc il y a plein de points d'interrogation, tu vois ce que je veux dire, c'est qui a progressé le plus, qui va pouvoir s'adapter en temps réel. Ça va être une nuit bizarre, en plus c'est en Utah, tu vois, c'est un peu un stade où ils vont jamais. On ne sait pas comment la commission va être. Moi j'ai déjà combattu en Utah, la commission honnêtement elle était horrible, les arbitres on se demandait ce qu'ils faisaient là, les juges dans la soirée où j'avais combattu, sur l'événement où j'avais combattu, il y avait des décisions à droite à gauche qui n'avaient aucun sens, y compris une des miennes. Donc je me rappelle bien de la commission de l'Utah. Franchement, ça risque d'être une nuit un peu bizarre. On risque de voir, je pense même dans l'ensemble de la carte, on risque de voir des petits accidents, des trucs, des robberies. Ça va être, je pense que ça va être une carte un peu hantée, tu vois, c'est en Utah. Ça va être intriguant en tout cas, ça va être intriguant. Là, je vois quand même une victoire de Kamaru Usman, je dirais à la décision. Je pense qu'il va gérer son combat, varier un petit peu la lutte et le striking. Ce qui me fait peur, c'est qu'il a un petit peu trop confiance en son striking. Soit il a trop confiance en son striking, soit il a trop peur d'utiliser la lutte par rapport à ses blessures. Donc beaucoup de points d'interrogation sur ce combat, mais je vois quand même Kamaru gagner à la décision avec un game plan bien préparé. Et Leon a déjà montré qu'il rend des combats close qui n'ont pas besoin d'être close en fait. Il rend des combats serrés qui ne devraient pas être serrés pour lui, comme le combat avec Cowboy, comme le combat avec Nate Diaz. Tu vois, il aurait pu terminer Nate Diaz. Et des fois il reste un peu trop longtemps j'ai l'impression. Il y a beaucoup de strikers qui font ça, ils sont dans la zone et ils kiffent en fait. Donc il est trop dans sa zone. Et des fois il laisse un peu le temps couler alors qu'il pourrait avoir un finish et il laisse le combat se faire serrer. On sait bien que quand c'est serré avec le champion, généralement le champion garde la ceinture. Donc moi je vais prendre sur Ousmane décision. Je vais rester sur Ousmane décision. Je suis d'accord. Je vois Leon rendre le combat un peu serré, ne pas prendre de chance. Je le vois perdre, peut-être gagner 1 ou 2 rounds et commencer un peu à rendre le combat un peu trop serré et perdre la décision. Pas trop un combat à se mouiller, à parier dessus, mais bon. Kamaru Usman, ça rapporte pas beaucoup. Leon Edwards, si on se sent chaud, pourquoi pas mettre un petit billet, ça rapporte. Mais c'est un combat à laisser loin. Les 3 combats dont on a parlé, d'ailleurs, ils sont compliqués en tant que parieur. À se mettre dedans, mais c'est pour ça qu'ils sont beaux aussi, tu vois. Mais c'est ce qui fait là. Le mec, le coach de MMA, le belge là sur la sueur, Chris, il avait dit aussi également, et moi je respecte son opinion, j'adore ses breakdowns. Il disait qu'il parierait jamais sur ce combat. C'est ça. Il y a trop de choses à prendre en compte. Trop d'invariables, trop de questions. On aura la réponse samedi. Donc, il n'y a qu'une seule façon de répondre à ces questions, c'est samedi soir. Beau pay-per-view quand même, une belle carte. En carte principale, il y a Marcin Tybura aussi contre Alexander Romanov. Alexander Romanov qui est invaincu, 16-0. À voir si ça tombe. Tyson Pedro, Harry Hunsucker aussi, beau combat. Ça franchement, je sais qu'ils veulent construire Tyson Pedro et qu'ils vont essayer de lui donner des combats un peu plus à sa portée, mais je sais pas ce qu'il fait sur la main card, tu vois. Franchement, j'ai l'impression. Bref. On a Sean Woodson aussi qui se bat. Sean Woodson, très bon striker. C'est une défaite contre Julian Erosa. Un alien, le mec c'est un alien, il est 6 pieds et 6 pieds 4. Physiquement il ressemble à 145. Ça ressemble à rien, mais gros combattant. Leonardo Santos aussi, Jared Gordon. Contre Jared Gordon, super bon. Leonardo Santos qui s'était fait soumettre par Clay Guida, qui s'était fait KO par Grant Dawson.
Je pense qu'il est sur la fin, il a 42 ans. C'est pas forcément à cause de son âge que je dis ça, mais j'ai juste l'impression qu'au bout du premier round, il veut plus. J'ai l'impression qu'il est là pour le premier round seulement. Mais bon. Auric Lang aussi qui prend un Jay Perrin. Auric Lang contre Jay Perrin. Auric Lang, putain, je suis content que tu l'as souligné parce que je me suis entraîné plusieurs fois avec Auric Lang. Pendant une période on va dire de 6 mois, je m'entraînais pas mal avec lui, il était à notre gym à Las Vegas. Maintenant, il est en Arizona avec Henry Cejudo. Très bon striker, très bon lutteur. Il avait commencé 0-2 à l'UFC, 2 décisions très serrées, une contre Jeff Molina, une contre Cody Durden. Contre Jeff Molina c'était serré, je comprends pourquoi ils l'ont donné à Jeff, mais par contre Cody Durden c'était n'importe quoi. Auric Lang avait gagné. Ensuite il a mis TKO Cameron Else au premier round. Et là il combat Jay Perrin. Jay Perrin qui a été censé combattre avant qu'il arrive à l'UFC, mon coach Bendy Casimir, légende du MMA français, et il avait pull out 2 fois contre lui. Donc j'ai la haine de lui, j'avais déjà pris mon billet pour aller à Boston et tout, pour aller au combat, franchement j'ai la haine. J'espère que... Bah après je sais, parce que Auric Lang il est vraiment bon. Le mec il combattait à 125 pounds et il fait ma taille. Moi je combat à 145, lui il combattait à 125, on fait la même taille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un délire, je sais même pas comment il faisait à faire 125, maintenant il est de retour à 135, il a pris sa première victoire, là il est là, je pense qu'il va prendre la deuxième, je vois TKO au deuxième round pour celui-là. Ouais. Je donne ma prédiction sur celui-là parce que je le connais. Mais... Il y a le frère à Figueiredo aussi, Francisco Figueiredo. Ouais. Amir Albazi. Amir Albazi qui était censé combattre Tim Elliott. Ah ouais. Il y a quelques semaines, Tim Elliott qui s'était blessé, donc ouais. Ouais, des beaux combats. Une belle carte. Donc ouais, vivement samedi. C'est pas le pay-per-view de l'année, mais les 3 combats sur la main card, franchement, ils sont lourds. Après on a fait le tour de la carte, ouais, on se revoit la semaine prochaine, ouais. Pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne, lâchez des petits pouces bleus et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.